À la une de cette édition d'information, la directrice générale du FMI est là. À l'invitation du chef de l'État, Christine Lagarde est arrivée ce matin à l'aéroport international de Yaoundé-Simalé pour une visite officielle de 72 heures au Cameroun. Bienvenue au journal sur CAMnews 24. À l'invitation du chef de l'État, la directrice générale du FMI est arrivée ce matin à l'aéroport international de Yaoundé-Simalé pour une visite officielle de 72 heures au Cameroun. La présence de Christine Lagarde en terre camerounaise donne l'occasion de faire connaissance avec celle qui a succédé à Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI à travers cette esquisse de portrait dressée par Donna Ayusoa. Première femme à diriger le Fonds monétaire international, Christine Lagarde a connu une ascension météorique jusqu'au quota des leaders mondiaux en se forgeant l'image d'une dirigeante insondable à l'épaisse carapace. Avocate d'affaires aux États-Unis, ministre de l'économie en France sous Nicolas Sarkozy, cette fille d'enseignant et mère de 2 fils qui aime à dire que son histoire personnelle explique son parcours professionnel, s'est frayée en 10 ans un chemin versé au lieu du pouvoir mondial où les femmes ne sont pas légion. Sa popularité est aujourd'hui au zénith en France où certains lui prêtaient même déjà de hautes ambitions politiques. L'intéressé va rabrouer ses rumeurs en se disant davantage ouverte à un 2e mandat à la tête du Fonds monétaire international. Propulsé en juillet 2011 à la tête du FMI et de ses 188 États membres, l'ex-ministre a dû patiemment redorer le blason d'une institution traumatisée par la démission fracassante de Dominique Strauss-Kahn. Son arrivée à la tête du FMI n'aura pas raison de son franc-parler. Elle provoquera ainsi un tollé en appelant en 2012 les Grecs et saurait par les plans d'austérité à payer tous leurs impôts. Lagarde n'a pas non plus hésité à appeler ses anciens partenaires européens à recapitaliser leur banque d'urgence ou, aujourd'hui, en les exhortant à alléger la dette grecque. En interne, la dirigeante a également dû batailler pour convertir peu à peu le FMI, gardien de l'orthodoxie budgétaire, au combat pour l'égalité des sexes contre les inégalités sociales et le réchauffement climatique. Tranchant une nouvelle fois avec l'unanimisme ambiant, elle a, après le récent accord sur le climat de Paris, exhorté la communauté internationale à passer de la parole aux actes. Son bilan au FMI s'est par ailleurs récemment enrichi de 2 succès majeurs, la reconnaissance du yuan chinois comme monnaie de référence et surtout le déblocage d'une réforme de la gouvernance du FMI. Résultat, certains pays émergents, pourtant très remontés contre la surreprésentation des Occidentaux au sein du FMI, lui rendent hommage. Le fond de sa pensée économique reste toutefois difficile à cerner, d'autant qu'elle a dû accompagner le lent et tortueux aggiornamento du FMI sur l'austérité. Le Cameroun, qui accueille ainsi la patronne de la finance internationale, a tout intérêt à tirer son épingle du jeu, suivant les conclusions de la récente mission du FMI effectuée à Yaoundé dans le cadre des consultations bilatérales annuelles, conformément aux dispositions de l'article 4 de ses statuts. Allons à présent interroger les comptes de cette visite qui intervient au moment où le Cameroun et l'ensemble de la région de la zone CEMAC sont aux prises avec le double choc de la chute des coûts du brut et des perturbations sécuritaires, suivant les explications d'Éric Tichet. Cette visite sera l'occasion de renforcer le partenariat qui lie le FMI à l'ensemble des États de la zone CEMAC. Outre les échanges avec le président Paul Barthélémy Biya-Bimvondo et son équipe économique, ainsi que les responsables du secteur privé et des représentants de la société civile camerounaise, la patronne du FMI s'entretiendra également avec les ministres des Finances des 6 pays membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale CEMAC qui regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad et prononcera un discours le vendredi 8 janvier devant ce groupe de ministres. À en croire Christine Lagarde, le Cameroun et l'ensemble de la région de la CEMAC sont aux prises avec le double choc de la chute des coûts du brut et des perturbations sécuritaires. Le renforcement de l'intégration régionale et la mise en œuvre d'ambitieux programmes de réformes dans les pays de la CEMAC seront déterminants pour assurer la stabilité macroéconomique et rétablir une croissance forte et inclusive dans la région. Le Cameroun, dont l'économie est la plus vaste et la plus diversifiée de la CEMAC, est en même d'entretenir et de renforcer la dynamique de l'intégration, a ajouté Christine Lagarde, citée dans un communiqué publié par le FMI. En mi-décembre dernier, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a indiqué que
que la croissance de la zone CEMAC a décroché de 2,5 points en 2015 pour atteindre plus 2,4% du PIB contre plus 4,9% en 2014. Usage des emballages plastiques non biodégradables, la répression s'intensifie à Douala. Une mission conjointe de la direction des normes et du contrôle et de la délégation régionale de l'environnement pour le littoral est descendue sur le terrain. Il était question de traquer les utilisateurs indélicats de ce type d'emballage et de faire respecter l'arrêté conjointe du ministère de l'Environnement et du ministère du Commerce du 24 octobre 2012 portant la réglementation de la fabrication, de l'importation et la commercialisation des emballages non biodégradables. Reportage. Le coup de force mené sur le terrain par la mission conjointe Direction des normes du contrôle et Délégation régionale de l'environnement pour le littoral a déjà permis de mettre la main sur un important stock d'emballages plastiques non biodégradables dans quelques entreprises privées et espaces marchands. Le délégué régional de l'environnement pour le littoral affirme même que plusieurs magasins se sont vus fermer, faute du nécessaire pour les vider de leur contenu. Dans la plupart des cas, c'est des cas de récidive en fait, puisque c'est des structures qui sont souvent sensibilisées, qui sont même sous amende et qui ont malheureusement continué de façon dissuasive à fabriquer et à commercialiser les emballages interdits. En plus de la saisie de ces emballages, leurs fabricants se voient également infliger de fortes amendes. Selon la lettre circulaire numéro 0036 du 24 août 2014 de M. le ministre de l'Environnement, les contraventions de petite envergure, les amendes varient de 4 000 à 25 000. Mais par contre, selon les dispositions de l'article 81 de la loi numéro 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement, donc pour les contraventions de grande envergure, les amendes varient de 10 à 50 millions ou les peines d'emprisonnement de 2 à 5 ans. Et en cas de récidive, les peines maximales sont doublées. Il faut dire que l'opération coup de poing menée sur le terrain depuis quelques jours à Douala n'est que la continuité d'une phase répressive qui a commencé depuis le 25 avril 2014, soit 18 mois après l'arrêté conjoint ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable et ministère du Commerce. 18 mois marqués par la sensibilisation et des multiples descentes du ministre de tutelle sur le terrain. Pour les responsables du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, l'heure n'est plus à la sensibilisation, mais à la répression. Et tous les contrevenants à l'arrêté conjoint du 24 octobre 2012 portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables n'ont qu'à bien se tenir. En page magazine, on s'intéresse au premier mois de l'année selon le calendrier grégorien. Janvier, puisqu'il s'agit de lui, reste l'un des mois les plus redoutés. Certains le trouvent long alors qu'il n'est pas le seul mois de l'année qui a 31 jours. Pourquoi donc tant de controverses autour de l'aîné des 12 mois de l'année? Suivant. Il est le premier mois dans le calendrier grégorien julien. Il est aussi considéré à tort ou à raison comme le mois le plus long et même le plus déprimant de l'année. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier cette étiquette de mois difficile collée à janvier? Vous savez que le mois de janvier, c'est le mois le plus difficile de l'année. Étant donné que à fin décembre, on dépense tout l'argent. Le peu qu'on a eu, on dépense ça pour les fêtes. De l'avis des âmes prévoyantes, l'exubérance des fêtes jouant aux dépenses ostentatoires observées pendant le mois de décembre aurait de nos jours baissé contrairement aux années antérieures où l'on feignait ignorer les 31 jours de calvaire du mois de janvier. De nos jours, les gens sont devenus un peu sages, on ne dépense plus l'argent en décembre comme si c'était la fin du monde. On essaie de faire des petites économies pour survivre le mois de janvier. Et puisque la vie ne s'arrête pas au mois de janvier, c'est avec beaucoup de peine que les uns et les autres parviennent à joindre les deux bouts si ce n'est assurer l'essentiel. Nous on vit le quotidien. Le jour qu'on a 100 francs, nourrir la famille. Le jour qu'on n'a pas, les enfants dorment comme ça. Si on fait les efforts pour les envoyer à l'école, c'est bon.
les marchés, les prix des produits de première nécessité que les consommateurs pensaient voir accessibles en ce mois sont malheureusement passés du simple au double, défiant même la surenchère érigée en règle pendant la période des fêtes de fin d'année. En ce mois de janvier 2016, je vous jure, vous voyez comment il transpire. Ce n'est pas facile dans le marché. Les choses sont excessivement chères. C'est cher. Et les choses qu'on achetait à 100 francs par exemple, aujourd'hui c'est monté à 200 francs. Dans ces conditions, qu'y a-t-il lieu de faire? Comme d'habitude, janvier c'est un mois difficile, très difficile. Mais il faut seulement aller doucement. Ce mois confirme ainsi le dicton selon lequel le temps de janvier indique celui des mois qui vont suivre. Sport, 24e édition des GloCaf Awa. La cérémonie se déroule ce jour à Abuja au Nigeria. Kide Yaya Touré, 4e fois détenteur du trophée de meilleur joueur africain, Aubameyang et André Ayou, qui attendent leur premier sac, sera récompensé ce jour. Chez les meilleures joueuses, il y a 2 Camerounaises, Ngana Mouet, Aboudi Ongene, les arbitres et les entraîneurs représentés par Alum Sidi et Enongachu. Michel Ateba. Malgré son bon parcours avec les éléphants de la Côte d'Ivoire et ses belles performances en club avec Manchester City, sa personnalité et bien d'autres atouts, Yaya Touré a devant lui 2 adversaires, parmi lesquels un de poids. Si les observateurs présentent André Ayou comme un challenger moins lourd, tel n'est pas le cas avec Pierre-Emerick Aubameyang. Pour beaucoup, le Gabonais est celui qui a le plus de chances de remporter la partie. Bien que son année en sélection n'a pas été reluisante, son parcours en club crève l'écran. Avec le Borussia Dortmund, il totalise 27 buts en compétition. Il se hisse d'ailleurs à la tête des meilleurs buteurs des championnats majeurs en Europe et le seul africain. Aubameyang est donc bien parti pour succéder à Yaya Touré, entre autres distinctions, celle de la meilleure joueuse africaine. Ici, l'on retrouve 2 Camerounaises, Gaël Ngana Mouit et Aboudi Ongene, le meilleur entraîneur et le meilleur arbitre, Enongachu et Alum Sidi. Plusieurs autres distinctions seront décernées, dont la légende africaine accordée aux Camerounais, Mbappé Lépé, ancien joueur de l'Oris de Douala. Fin du journal, à bientôt pour une nouvelle session d'information sur CANews 24.